simplement la prévalence de la maladie, en disant, et je vous le dis, la probabilité d'être hétérozygote dans la population générale française pour la mucoviscidose, c'est à peu près 1 pour 25, entre 1 pour 25 et 1 pour 30 suivant les régions, mais disons 1 pour 25 pour le calcul. Eh bien, le couple de monsieur et madame tout le monde qui n'ont aucun antécédent de mucoviscidose, qui ne se savent pas de lien de parenté, aucun antécédent de mucoviscidose, ni l'un ni l'autre, qui ne se savent pas de lien de parenté, donc en population générale, eh bien le risque qu'ils aient un enfant atteint de mucoviscidose, c'est 1 pour 25, multiplié par 1 pour 25, multiplié par un quart. Et bien ça vous donne la prévalence de la maladie, c'est-à-dire 1 pour 2500. D'accord? Et si vous voyez ça, vous comprenez tout de suite l'inverse, c'est-à-dire que si on vous donne la prévalence d'une maladie, en disant les épidémiologistes m'ont dit que cette maladie a une fréquence de 1 pour 10 000, vous pouvez en déduire la fréquence des hétérozygotes. Cette maladie autosomique récessive, bien entendu. C'est clair, ça? Alors, ça, c'est la population générale. C'est monsieur et madame lambda qui pourrait s'interroger. Ben vous leur dites, bien sûr, vous avez le risque de tout le monde. Ils le savent, d'ailleurs. Mais voilà la façon de le calculer. Ce qui veut dire, et c'est intéressant, encore une fois, en termes de consultation avec des gens, le risque de 1 pour 2500, c'est rien. Ça ne veut rien dire pour personne, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire 1 pour 2500? Ça veut dire, franchement, c'est le manque de bol absolu, quoi. Mais 1 pour 25, ça veut dire que dans cet amphi, ce matin, parce qu'hier, il y en avait plus, dans cet amphi, il y a peut-être 2 hétérozygotes, peut-être moi d'ailleurs, 3. Hier, il y en avait 4. Pourquoi ils ne se sont pas réveillés ce matin? Qu'est-ce qui se passe? C'est habituel? Bon, avançons. Donc, voyez, pour les... Mettez-vous à la place, on devrait faire des petits scénarios de consultation avec un généticien et un couple tiré au sort parmi vous, pour 1 heure. Hein. Et si vous vous mettez à la place du couple et que du couple lambda qui a aucune raison de craindre cette maladie, et vous dites ah 1 pour 2500, il dit oh, bah, d'accord, c'est bon, j'ai compris, c'est rassurant, docteur, au revoir. Et la probabilité que vous soyez hétérozygote, c'est 1 pour 25. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit là? 1 pour 25, mais c'est énorme. Donc vous voyez cette espèce de discordance qu'il y a souvent en consultation génétique quand vous donnez des risques très faibles que le couple ait un enfant atteint et des risques finalement pas si nuls qu'une personne soit hétérozygote pour ce locus. Alors, dans une famille où il y a déjà une personne atteinte, évidemment là, vous n'êtes plus dans la population générale. Cette famille-là, avec 5 ou 6 enfants, là 5 enfants, est un couple de parents non apparentés qui a eu 5 enfants. Une était atteinte de la maladie, elle en est morte d'ailleurs, elle était homozygote pour un allèle identique à ce locus, et évidemment, les frères et sœurs peuvent se demander quel est le risque que j'ai un enfant atteint. Et vous allez appliquer notre petite équation en disant cette jeune femme vous consulte, elle a 20 ans, elle sait qu'elle a perdu une sœur dans l'enfance, et vous allez lui dire, eh bien, le risque que vous ayez un enfant atteint, c'est la probabilité que vous soyez hétérozygote, multiplié par la probabilité que votre conjoint le soit, multiplié par un quart. Alors vous allez me dire, ça c'est quoi? Alors 2 tiers, très bien, multiplié par 1 sur 25, multiplié par un quart. Ça fait 1 pour 150. D'accord? Donc ça c'est un truc archi classique. Je crois que je ne sais plus si c'était ça ou pas à l'examen national classant, c'était une petite statistique comme ça, qui est vraiment élémentaire, mais qui a fait couler tout le monde. C'est idiot pour des choses complètement simples, quoi. Donc ayez ça en tête. N'oubliez pas 2 tiers pour les personnes en bonne santé. Pourquoi je vous dis qu'elle est en bonne santé? Parce que l'arbre généalogique vous le montre. Ça veut dire que vous le savez. Elle a 20 ans, elle n'a pas un poil de mucoviscidose. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez faire des tests, etc. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison de le croire. D'accord? Et si on vous demande maintenant, je continue de vous poser la question, est-ce que c'est pas très confortable 1 pour 150, hein, c'est un risque, là ça commence à, vous voyez, 1 pour 150, on commence à se dire, oh là là, surtout quand on a perdu une sœur, parce que le risque n'a pas la même valeur pour vous, médecin, et pour le couple qui a perdu un enfant, enfin qui a perdu une apparenté très proche, c'est très douloureux, donc la valeur du risque ne se mesure pas à l'arithmétique, elle se mesure à la douleur familiale. Donc, dans ces cas-là,
la plupart des couples qui sont dans cette situation disent « Oula, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?» Eh ben, je vous le pose, la question, je vous la pose, qu'est-ce qu'on peut faire le mieux? Qu'est-ce que vous feriez? Ils sont venus vous voir, vous leur avez dit 1 pour 150, vous êtes assez rassuré en tant que médecin. C'est un risque assez rikiki quand même. Bah, mais eux, ils ne sont pas rassurés du tout. Et je peux vous affirmer que c'est le cas. Qu'est-ce que vous allez faire? Au père, c'est lui là? C'est pas bête du tout, mais qu'est-ce que tu vas chercher comme mutation? Mais alors c'est là où le problème, on va le voir dans un instant, c'est qu'il n'y a pas la mutation. C'est qu'il y a les mutations. Tu vois, il n'y en a pas qu'une. Mais c'est une très bonne partie de la réponse, hein, mais c'est une partie de la réponse qui peut être incertaine. C'est-à-dire que tu vas chercher non pas la mutation de mucoviscidose, parce qu'il n'y a pas un allèle, il y en a des centaines. Tu vas chercher, et tu as raison de le dire, les mutations les plus fréquentes de la mucoviscidose. Donc tu ne vas pas annuler le risque de ce monsieur, tu vas le baisser beaucoup, beaucoup. C'est une partie de la réponse. Mais avant ça, ou peut-être en même temps que cela, qu'est-ce que vous feriez pour cette dame, elle? Parce qu'elle fait... C'est elle qui fait monter le risque. Parce que 1 quart et 1 pour 25, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est elle qui a 2 tiers. Et 2 tiers, c'est beaucoup. Oui? Tout le gène? Ben voilà, non, tu les as les mutations. Tu as les mutations de sa sœur. Tu vois? Donc tu dis, tu as raison, il faut séquencer le gène pour la mutation. Alors cette fois-ci, c'est la mutation de sa sœur. Donc vous allez d'un côté essayer de clarifier la situation pour cette dame en disant, est-elle vraiment ou pas hétérozygote? Je ne veux pas me contenter de 2 tiers et je veux essayer de passer à 0. Elle n'est pas hétérozygote, elle n'a pas la mutation delta F508 ou 1. Je suis sûr qu'elle est hétérozygote. Et si je suis sûr qu'elle est hétérozygote, votre camarade a raison alors, vous avez augmenté le risque, c'est devenu 1%. Et là, tu fais le test du conjoint, j'arrive, tu fais le test du conjoint, et tu vas passer de 1 pour 25 à 1 pour 200 par exemple, et tu auras baissé globalement le risque. Vas-y. Alors, tu parles d'un terme qui s'appelle l'hétérozygotie composite. Composite, ce sont des personnes qui sont on va y venir, hein, homozygotes pour la maladie, mais qui n'ont pas le même allèle mutant sur les deux allèles. Ça change absolument rien. Tu recherches les 2 mutations de cet enfant. Tu auras delta F508 et puis une mutation stop, bah, tu chercheras les 2 mutations. Comment? Quel individu? C'est un malade. Les hétérozygotes composites, je vais y venir dans un instant, mais allons-y puisque vous posez la question, c'est un terme, c'est un piège, c'est un mot piège. L'hétérozygote composite, c'est un malade atteint d'une maladie autosomique récessive. Il est homozygote pour la maladie, il est homozygote pour le caractère, pour l'allèle mutant avec un grand A, mais l'allèle mutant de génétique moléculaire qu'il a sur ces 2 allèles mutants n'est pas le même. D'un côté, c'est un faux sens, de l'autre côté, c'est un non-sens, par exemple. Le résultat est le même, mais ce mot est un peu piégeant. Ce n'est pas un hétérozygote au sens de la ségrégation, c'est un homozygote pour la maladie et il est composite pour les allèles mutants. Faites bien attention à ça, mais on va y revenir. Donc vous avez bien compris ce système. Ça, c'est un grand classique de consultation de génétique. Et il se trouve que c'est aussi un grand classique, et c'est naturel, de vos questions qu'on vous pose soit dans ce cours, soit à l'examen classant, soit dans la vie courante. Bon. Oui. S'il n'y avait qu'un seul des 2 parents qui était hétérozygote, ici ou là? La sœur d'être hétérozygote, c'est pas 2 sur 3? Un seul des parents là? Ah, non, mais attends, c'est important. Un seul des parents là? Oui. Ah non, ils sont forcément hétérozygotes. Les deux. Tu es dans le modèle autosomique récessif, c'est-à-dire que tu es dans un modèle où la base, c'est ça. 2 parents hétérozygotes pour un allèle mutant et qui ont bien sûr un allèle normal sont en bonne santé, mais ils sont tous les 2 hétérozygotes. Alors peut-être derrière ta question, il y a une question qui est de dire, mais est-ce que parfois il n'y a pas des mutations nouvelles? C'est-à-dire que d'un côté, ah zut,
un parent est hétérozygote et l'autre ne l'est pas, mais est survenue une mutation nouvelle. Dans le cas de la mucoviscidose, je crois que ça n'a jamais été vu. Il y a quelques histoires tordues de maladies autosomiques récessives où effectivement on observait avec surprise que d'un côté un parent est hétérozygote et de l'autre côté, la parentalité étant vérifiée bien sûr, c'est le père et le père en gros, le parent n'est pas hétérozygote. Et là, on est bien forcé de constater qu'il est survenu une mutation sur l'allèle normal. C'est exceptionnel, on considère que ça n'existe pas. En tout cas, dans la mucoviscidose, ça n'est pas connu. Avançons un petit peu. Alors, est-ce que cette statistique-là, le père multiplié par la mère multiplié par un quart, est toujours vraie? Attention, attention, c'est pas qu'il y a des exceptions à la statistique, c'est attention aux situations où il y a un cas dans la famille du conjoint qui n'est pas apparenté, donc c'est une question que vous devez poser en consultation. Monsieur, avez-vous des cas de mucoviscidose dans votre famille à vous? Alors le type il dit, mais attendez, moi je ne suis pas concerné. Bah oui, mais on vous demande quand même si vous avez des cas, parce que si vous en avez, c'est plus 1 pour 25 votre statistique. Vous voyez, vous avez changé. Est-ce que ce couple est apparenté? Parce que bien entendu, s'ils sont apparentés, ce monsieur est de la famille de cette dame, cousin ou issu de germain. Et donc, de nouveau, on n'est plus à 1 pour 25. Un truc intéressant, c'est qu'il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fréquence des hétérozygotes n'est pas la même dans toutes les populations. Et il y a des populations un peu plus exposées à la mucoviscidose que d'autres. Dans le nord de l'Europe, par exemple, les Celtes, les Anglo-Saxons, la fréquence peut atteindre 1 pour 20, voire 1 pour 15, en Irlande, etc. C'est beaucoup plus fréquent. Et en revanche, si vous êtes dans le bassin méditerranéen, c'est beaucoup plus rare. Donc, le chiffre de 1 pour 25, c'est une moyenne d'un gradient français qui fait que dans le nord de la France, c'est plutôt 1 pour 20, et dans le sud de la France, c'est plutôt 1 pour 30. Donc vous voyez, ça peut se raffiner, ces choses-là. Et puis attention aussi, aujourd'hui, et Dieu merci, les personnes atteintes de mucoviscidose peuvent arriver à l'âge adulte, peuvent avoir des enfants. On va voir que c'est pas facile pour deux raisons différentes, parce que les hommes sont stériles et qu'il faut aller faire des trucs de fécondation in vitro, parce que les femmes qui ne sont pas stériles, mais elles ont une maladie respiratoire grave, qui fait que la grossesse, avec 15 kilos de plus et un enfant à porter, c'est très dangereux pour elles. Mais au sens propre, oui, on pourrait imaginer un couple, et on en a, avec lui-même atteint, c'est-à-dire cette jeune femme qui aurait survécu. Et évidemment, la statistique est complètement différente, puisqu'elle va toujours transmettre un allèle mutant, et la probabilité que l'enfant soit atteint, ben, vous allez me la calculer. Vous avez une dame qui est atteinte de mucoviscidose, elle a 2 mutations. On met en général les hommes à droite, mais je ne sais pas pourquoi. Quel est le risque? Quel est un enfant atteint de la maladie? Non, mais c'est bien, sur 50, je calcule. Oui, c'est-à-dire c'est le risque. Elle va toujours transmettre un allèle mutant. Donc là, il n'y a pas de suspense. Hein. Il n'y a aucune autre possibilité. Donc ça, c'est 1, c'est du 100%. Oubliez le parent multiplié par le parent multiplié par un quart. Je vous dis que ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Et lui, son risque d'être hétérozygote, c'est 1 pour 25. Mais attention, ce risque d'être hétérozygote, ça veut dire qu'il peut avoir un allèle normal aussi. Donc la probabilité qu'il soit hétérozygote et qu'il transmette l'allèle normal, et il ne le transmet que dans un cas sur 2. Donc ceux qui ont dit 1 pour 50 ont raison. La probabilité, c'est la probabilité qu'il soit hétérozygote et qu'il transmette l'allèle mutant. Et en statistique multiplié. Donc 1 pour 100. 1 pour 50, pardon. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, on fait ce que tu recommandais, c'est-à-dire qu'on va tester ce monsieur pour les mutations les plus fréquentes, et on va essayer de passer sa probabilité de 1 pour 25 à 1 pour, allez, on va dire 150 ou 200, et on va diminuer considérablement le risque de ce couple. Et c'est des situations tout à fait authentiques et vécues. Avançons. On ne vous demande pas de calculer les taux de consanguinité, les machins comme ça. C'est pas que ça ne se fait pas, ça se fait. Mais si on vous demande des arbres généalogiques avec un degré de parenté entre des parents, ce n'est pas des calculs savants d'équations qu'on vous demande, c'est simplement une réflexion sur le calcul de risque tel que je vous l'ai donné il y a un instant.
Alors tout à l'heure, je vous ai dit que le degré de parenté était un indice de maladie récessive. Donc vous avez un enfant ou un individu dont les parents sont apparentés et qui a une maladie que vous ne connaissez pas, vous avez tendance à dire « Ah ben ça me suggère que ça pourrait être une maladie autosomique récessive ». Et c'est vrai si vous êtes dans les pays où le taux de consanguinité, ici vous voyez en France, en Amérique du Nord, Amérique du Sud d'ailleurs aussi, ce n'est pas du tout dans les pratiques socioculturelles, est très faible, moins de 1% ou de 1 à 4%. Mais vous avez toute cette frange du globe où le taux de consanguinité peut aller jusqu'à 50%. Enfin, le taux de consanguinité, pardon. Le pourcentage de couples apparentés, et souvent ce sont des cousins germains, est de plus de 50%. En Jordanie, c'est près de 60%. En Arabie Saoudite, c'est 50%. C'est énorme, ça veut dire la moitié des mariages, c'est des mariages de cousins. Dans ces pays-là, et pour un enfant originaire de ces pays avec des parents saoudiens ou jordaniens, ou un petit peu moins d'Afrique du Nord, mais quand même, le fait que le mariage soit apparenté et que l'enfant soit consanguin a une valeur beaucoup moins prédictive. Pourquoi? Parce que la consanguinité est très globale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne vous interdit pas de penser que ça peut être une maladie récessive, mais ça a une valeur prédictive bien moins forte que dans un pays où la consanguinité est rare. Est-ce que je suis clair?